Aujourd'hui, c'est pluri, inter, multidisciplinarité. Il y a beaucoup de mots concernant le travail en commun. Et cette notion de transdisciplinarité qui nous semble nécessaire quand nous sommes dans des situations complexes. Et bien souvent, les enfants vulnérables ont une situation complexe qui nécessite un travail pluriprofessionnel. La question qu'on peut se poser, c'est qui fait quoi? Et on va essayer d'y répondre tous ensemble aujourd'hui. Pour rappel, c'est à la fois une formation, on va dire, continue avec plein de guillemets à formation et plein de guillemets à continu, du 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 bébé vulnérable et de RPO. Deux nouvelles notions, donc la transdisciplinarité et les signes passerelles, en sachant que des éléments qu'on va vous montrer aujourd'hui ont été raccourcis, tout particulièrement la place de l'orthophoniste. On a 21 minutes de vidéo pour l'orthophoniste et on l'a raccourci à 6-7 minutes. Et il nous semble important, si vous souhaitez avoir la totalité, que vous puissiez contacter Déborah qui vous fera parvenir la vidéo en entier. Pour l'organisation de ce jour, ben, c'est la même comme à chaque fois, c'est-à-dire on passe par le chat. Il n'y a pas d'autre moyen pour poser les questions que de les poser au fur et à mesure. On répondra à l'ensemble de ces questions où les intervenants répondront à la fin du webinaire. Bien évidemment, on évite de filmer et de prendre des photos quand il y a des photos d'enfants. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez l'ensemble de ce qui a été proposé sur le site du RPO en replay. Pour revenir sur la notion de signe passerelle et de transdisciplinarité, l'idée, euh, c'est que c'est pas facile. C'est que c'est pas facile de trouver un équilibre qui tienne la route autour de cette famille et de ce bébé vulnérable. Voilà, donc on va partir évidemment de cette vulnérabilité qui nous regroupe, en sachant que quelle que soit son origine, quelle que soit sa date, son intensité, on a un impact en même temps sur le processus d'attachement entre les parents et ce petit bébé, et puis un impact direct sur le bébé qui va être évidemment ballotté par tout ce qui va lui arriver. Donc, un accompagnement à faire et on va essayer ensemble de recomposer donc ce puzzle. Donc on se présente. Donc pour ma part, Bruno Colombier, psychomotricien et kiné pédiatrique sur Castres. Et Jean-Claude Semet, pédiatre sur Rodez aujourd'hui et en retraite ou presque. Voilà. Voilà, ce puzzle qu'il va falloir, on va essayer ensemble de reconstituer. Voilà, alors on part d'une équipe. Évidemment, toutes les personnes qui participent à ce webinaire font partie de cette équipe. Une équipe nombreuse, avec évidemment le médecin référent, médecin spécialiste qu'on pourrait mettre même au pluriel, le kiné pédiatrique, psychomotricien, psychologue, orthophoniste, orthoptiste, sage-femme, puéricultrice, ergothérapeute, assistante sociale et autres, peut-être qu'on en oublie, dans un cursus en plus de néonat, avec ce séjour qui va impacter évidemment ce petit bébé, avec toute une équipe autour, et puis ces relais en CAMS, PMI, CMP pour le tout petit. Donc, au centre, le bébé et sa famille. Donc, on voit que c'est une équipe évidemment très étoffée, qui est essentielle, mais également avec ses difficultés de coordination. Le docteur Sandra Lescure, pédiatre en néonatologie et responsable du centre NICAP, va nous présenter la base de cette pluridisciplinarité ou cette transdisciplinarité reposant sur la théorie synactive. Bonjour à tous. Effectivement, dès la néonatologie, on a besoin de cette pluridisciplinarité et Alois Hals a essayé de conceptualiser un modèle de développement humain selon plusieurs sous-systèmes, système végétatif, moteur, veille, sommeil et attention. Et dans chacun de ces sous-systèmes, l'enfant va pouvoir nous montrer des signes en fonction de sa maturité et en fonction de s'il accepte la stimulation ou pas, s'il est adapté à ce qu'il est capable de recevoir et à son rythme. Diapositive suivante. Elle schématise ces sous-systèmes sous forme de cônes
avec une notion de temporalité. En bas du cône, au pic du cône, c'est la conception du bébé et en haut du cône, on est à la 52e semaine de vie. Sur la droite, vous avez le développement neurologique du fœtus, puis du bébé, et sur la gauche, ce qui se passe dans l'environnement. Et on voit donc ces différents cônes qui symbolisent des sous-systèmes. Le cône du système physiologique est celui qui est le plus central parce qu'il descend plus bas, parce que le système physiologique se met en place dès la conception, mais elle continue à maturer ce système jusqu'à la sortie, voire bien après. Le deuxième cône qui descend un peu moins bas parce que c'est le système moteur, et le système moteur se met en place un peu plus tardivement, vers 10-12 semaines, mais continue aussi à maturer jusqu'à terme et au-delà. Le troisième cône, c'est le système veille-sommeil qui commence à se mettre en place vers 22-25 semaines et qui continue aussi à maturer jusqu'à terme. Et le dernier cône, c'est le système de l'attention qui, lui, apparaît un peu plus tardivement. C'est pour ça que sur le schéma, il commence à 30-32 semaines et qui continue aussi à maturer jusqu'à terme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque système va maturer selon son propre rythme, mais pas de façon indépendante. Tous les systèmes sont interdépendants et déstabiliser l'enfant dans un de ces systèmes, ça peut le déstabiliser dans les autres systèmes. D'où la nécessité d'une prise en charge globale et multidisciplinaire. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne le système végétatif, tu peux aller plus vite, Jean-Claude. Voilà, le système végétatif, c'est la respiration, la circulation, la température, la digestion. C'est aussi les mouvements involontaires, les secousses, les sursauts. Ben, pour pouvoir gérer ce système végétatif, on a besoin, ben, bien sûr, des soignants, des infirmières, des puères, des auxiliaires, mais aussi du pédiatre. Nous avons ensuite le système moteur. Donc, le système moteur, c'est à la fois le tonus, mais c'est aussi la posture, ce sont les mouvements du bébé. Et pour ben, soutenir le bébé dans ce système moteur, tu peux lancer le diapo, on a besoin, bien sûr, des soignants, mais aussi des kinés, des psychomotes, des ergothérapeutes. Le troisième système, c'est le système veille-sommeil. Donc, dans ce système, on va regarder si l'enfant est capable d'avoir des stades prolongés, à la fois de sommeil, mais aussi d'éveil. Est-ce que tous les stades sont présents? Est-ce que les transitions sont harmonieuses? Et pour aider ce bébé dans ce système veille-sommeil, on va bien sûr avoir besoin, là aussi, de tous les soignants, mais également des éducateurs de jeunes enfants, des psychologues, des psychomotes, et puis surtout des parents. Le quatrième système, c'est le système de l'attention. Donc, on va regarder si l'enfant est capable d'interagir avec son entourage. Et pour soutenir ce système, on va là aussi avoir besoin, bien sûr, des soignants, mais surtout des parents, mais également des éducateurs de jeunes enfants, des psychologues, de la psychomote. Et le dernier système, qui est un système transversal, c'est le système de la régulation. En effet, chaque enfant est capable, lorsqu'il a été déstabilisé dans un de ces systèmes, ben, de s'apaiser, de se rassurer, de se restabiliser. Et là aussi, ben, pour participer à cette régulation, on va avoir besoin de tous les acteurs présents en néonatologie. Euh, ainsi, c'est vraiment une discipline où beaucoup d'acteurs doivent rentrer en scène pour permettre de soutenir ce bébé. Et il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'enfant, pas seulement tu peux lancer, voilà. Pas seulement de l'enfant et de ses parents, mais il faut aussi pouvoir regarder les problématiques de la famille pour pouvoir bien s'occuper de cet enfant, en tenant compte bien sûr aussi euh, de la néonatologie dans laquelle cet enfant est hospitalisé, parce que cette néonatologie, elle va avoir une certaine architecture, des règles de fonctionnement, et puis elle est au sein d'un hôpital qui lui aussi va avoir son propre fonctionnement. Et cet hôpital appartient à une société qui, elle aussi, est régie par des règles qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Ainsi, il est nécessaire d'avoir une collaboration entre soignants, médecins, paramédicaux, travailleurs sociaux, administratifs et parents dès le tout début de la vie pour pouvoir soutenir ce bébé. Et c'est ce qu'on va appeler les soins de développement centrés sur l'enfant et sa famille. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, merci beaucoup, Sandra. Alors, j'anticipe un petit peu par rapport à la sensorialité. Où c'est que tu la mets là-dedans, dans ce schéma-là très intéressant? Ouais. Alors, la sensorialité, elle est partout en fait. Elle intervient dans chacun des systèmes parce que la sensorialité, elle va intervenir sur la régulation physiologique de l'enfant. Quand il y a du bruit, de la lumière, il peut faire des apnées, il peut mal digérer, il peut moins bien dormir. Elle va intervenir sur la posture de l'enfant. Elle va intervenir sur son sommeil. Donc, en fait, pour moi, la sensorialité, elle est je dirais transdisciplinaire. C'est quelque chose de transversal qui va intervenir à tous les niveaux. Ok, merci pour cette précision. Merci beaucoup. Après ce topo, alors après avoir développé l'équipe dans laquelle nous faisons tous partie, on a évidemment qui se construit tout un socle commun de compétences. C'est la base du DU sur le bébé vulnérable. Et on a un langage en commun, effectivement. On a des outils en commun, c'est-à-dire que plusieurs professions peuvent utiliser des outils identiques. Je pense aux mouvements généraux, la DBB, etc. Des évaluations donc communes. On est tous sur cette trajectoire développementale avec nos spécificités. On a cette importance de la famille au centre de ce bébé et également des outils en commun, et notamment avec Cocon, Spico, qui nous relie finalement. Donc, cette formation commune nous permet évidemment de se connaître d'abord, de savoir un petit peu les compétences de chacun. Et vous voyez comment finalement, dans cette marguerite, on retrouve tous les mots-clés communs finalement à toute profession, que ce soit la plasticité cérébrale et l'épigénèse, que ce soit le dépistage et soins précoces, on travaille tous là-dessus, l'importance de l'attachement et du développement cérébral, la sensorialité dont on vient de parler avec l'oralité, les constructions neuromotrices, les émotions, l'appétence exploratoire, trajectoire développementale, signes d'alerte, les soins de développement, l'importance de faire équipe avec les parents, c'est vraiment les parents qui vont être au cœur de l'objectif thérapeutique, la transdisciplinarité avec les réunions de concertation professionnelle, on va en reparler, etc. Donc, il y a vraiment une unité qui se fait. Donc, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait par rapport à ce socle commun. Maintenant, dans la pratique, il faut évidemment sans doute aller plus loin et réfléchir sur cela. Alors, l'orientation des RCP, alors je laisse la parole à Jean-Claude. RCP qui Il faut sont... essayer donc Voilà. de rien oublier. C'est-à-dire, on voudrait insister un peu sur les Voilà. RCP, puisqu'à partir du moment où il y a une prise en charge qui est pluriprofessionnelle en libéral, il faut qu'on arrive à avoir un projet de soins, un parcours de soins qui soit validé en tout premier par la famille, mais qui soit culturellement, familialement, territorialement acceptable et qui puisse permettre d'accompagner au mieux cet enfant et cette famille. Donc ça va reposer sur les antécédents, sur la situation familiale, sur les diagnostics, sur les examens complémentaires, sur l'évolution, pour obtenir une certaine sérénité affective, une disponibilité, une autonomie, un confort corporel. Pour l'enfant, en particulier, certains soins peuvent être considérés comme déstabilisants pour l'enfant, l'oralité, la motricité, la sensorialité, tout ce qu'on connaît, et cette impression globale, gestaltique, qui doit être notre point de commun d'orientation de la prise en charge. La qualité de l'adhésion des parents, bien évidemment, et le planning de suivi médical et des rééducations, puisque vous savez que la grosse difficulté que peuvent avoir les réseaux de soins, quels qu'ils soient, y compris Cocon, sont la notion de perdu de vue. Voilà, et CRCP en profite de ce webinaire pour vraiment insister sur l'importance de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, en sachant que RPO est là pour soutenir ces réunions, avec même l'organisation à proprement parler, les comptes rendus, etc. Il faut absolument que ces RCP rentrent dans notre culture au niveau de la prise en charge de ce bébé, de cette famille vulnérable. Alors, la transdisciplinarité, la multidisciplinarité, la pluridisciplinarité, finalement, c'est pas si facile. Pas si facile parce que donc ça fait du nombre, on vient d'en parler, multiples intervenants, et là on aimerait dégager deux notions. D'abord,
bien resituer que c'est bien le pédiatre qui est référent ou le médecin référent qui est le coordinateur de toute cette équipe. Voilà. Et ensuite, donc, une autre notion sur laquelle on insiste un petit peu, c'est ce qu'on a appelé avec Jean-Claude l'interlocuteur passerelle. C'est-à-dire cette personne dans l'équipe, ça se fait naturellement finalement. Dans chaque équipe, il va y avoir un professionnel qui va avoir une relation privilégiée avec un membre de la famille et avec l'équipe. C'est vraiment, je crois que dans une équipe, il faut qu'il y ait ce lien privilégié d'un des professionnels avec la famille pour vraiment avoir quelque chose de cohérent et que la famille se sente vraiment à l'aise dans ce projet thérapeutique avec autant de monde qui gravite autour d'eux. L'examen clinique pédiatrique va vous être présenté par Alima. Alors, On ne l'entend pas. Là. Je crois qu'elle a dû avoir un problème de connexion, je la vois pas. problème de connexion avec Alina. Est-ce que du coup, on va passer et on peut aller... Ah, elle est là, elle est là. Ah, ça y Elle est, se super. connecte. Donc, On t'entend parler à Lima. Dites qu'on n'entend pas. On t'entend pas, Alima. Oui. Vous m'entendez pas? Oui, Ça y est, Ça y est. impeccable. Ah. Bonjour Vas-y. Alima. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ça s'est déconnecté juste au bon moment. Voilà, impeccable. Alors moi, je vais vous présenter Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, très bien. Oui, oui, oui. Allô? Ah, Alors, hop. alors. Vas-y. Là, c'est peut-être mieux. Vous m'entendez mieux? C'est Oui, mieux, mais là, oui. ça va très bien, Alima. Donc, Eh Paul, ben, parfait, c'était un premier problème. bébé. Alors, je vais vous présenter un cas clinique. Donc, c'est un petit. Ah, On là, on t'entend plus. t'entend plus. Alima, est-ce que toi, tu nous entends? Donc, c'est un retard de croissance harmonieux puisqu'il y avait aussi une microcéphalie. Une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine avec un Apgar 1, 5, ensuite 8. Un bébé qui a été ventilé au masque quelques secondes et puis mise en place de la CPAP directement. Et puis transféré en soins intensifs. Donc, il a reçu le surfactant par méthode non invasive dès les premières heures de vie. Il a gardé la CPAP 6 jours, ensuite lunettes à haut débit jusqu'à 18 jours, puis oxygène aux lunettes nasales qu'on a pu sevrer à J27. Donc, il est passé en chambre mère enfant avec ses parents dès le sevrage des lunettes à haut débit, c'est-à-dire à J18. Il est rentré à la maison à 1 mois de vie à peu près. Il a gardé la sonde nasogastrique jusqu'à J27, pas d'infection majeure, pas d'entérocolite, pas d'infection, pas de reflux. Un examen neurologique à la sortie qui retrouve une attitude à l'hyperextension, pas plus que ça, pas d'asymétrie posturale, rien de plus, avec des ETF normales. Diapositive suivante. On t'entend plus. Vous m'entendez là? Voilà, Ouais, oui, là, très oui, bien. oui. Je pense qu'il y avait un petit décalage. D'accord. Donc le petit rentre à la maison. Donc pendant le séjour, la famille a été accompagnée par, comme toutes les familles dans le service de néonatologie, par le service de guidance avec l'équipe de psychologues, psychomotes et pédopsychiatres. Tout va bien, une famille très ajustée avec un séjour assez long, mais une famille extrêmement présente. Donc le bébé rentre à la maison, ça se passe très bien, il rentre au sein exclusif avec un traitement anti-reflux. Oui, j'avais dit qu'il n'y avait pas de reflux, s'il y a un reflux gastro-œsophagien, sont vraiment signes d'œsophagite, avec de la kiné pour cette attitude en hyperextension. Donc il est inclus dans le parcours cocon. À la consultation d'1 mois, très bonne croissance, un bébé qui pleure beaucoup, qui arrive quand même à se calmer dans les bras de ses parents, qui se calme au sein et au pot à pot. Voilà. Donc là, lors de cette consultation, donc on voit qu'il y a une persistance de l'attitude en hyperextension, on la reverra tout à l'heure, des difficultés d'interaction avec la maman, mais de meilleures interactions avec l'examinateur, donc on se pose des questions, et puis une hyperexcitabilité. Les hypothèses, donc est-ce que c'est une histoire d'hyperexcitabilité
dû à cette dystimulation neurosensorielle lors de l'hospitalisation néonatologie qu'on retrouve chez les enfants anciens prématurés. Donc, on se pose la question de faire un bilan psychomoteur. Est-ce que c'est plutôt la douleur à cause de son RGO, pardon. Donc là, on se pose la question de faire des échelles d'évaluation de la douleur adaptées à son âge. Est-ce qu'il y a des signes de retrait? Donc pour ça, il faut le formaliser en réalisant l'échelle à des bébés. Est-ce que c'est plutôt des difficultés du côté de la maman avec une dépression du postpartum? Donc on se pose la question du questionnaire d'Edinburgh. Suivante. Pour étayer ces différentes hypothèses, t'as passé la diapositive, Oui, Bruno? on en est sur les hypothèses, oui. Ah, moi, j'ai du mal avec Un mon peu diaporama. décalé. Donc, la douleur, c'est un bébé qui est plutôt apaisé dans les bras. L'échelle de la douleur est à 0. Il n'y a pas de signe d'œsophagite, donc peu probable. Pour les signes de retrait, bah, l'idée, c'est de revoir cet enfant plusieurs fois avec les deux parents. Et à chaque fois, l'échelle à des bébés ne code pas du tout pour des signes de retrait. La maman a l'air plutôt d'aller bien. Donc, les évaluations qui ont été faites dans le service n'avaient pas mis en évidence de dépression du postpartum et le questionnaire PDS n'est pas en faveur d'une dépression du postpartum. Donc, le seuil, on est plutôt dans une histoire justement de l'hyperexcitabilité, d'un seuil d'excitation sensorielle pas secondaire à la dystimulation neurosensorielle en période néonatale. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce bébé? Donc, une guidance parentale qui commence lors de la consultation, puisque la maman, elle a bien vu. Donc, on lui réexplique que le maintien postural est important pour rentrer en contact avec son bébé. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on le verra dans la petite vidéo après, qu'il faut bien le maintenir, ne pas le laisser se mettre dans cette position d'hyperextension. Et pour rentrer en contact avec son bébé, aller le chercher à chaque fois. Donc, la psychomotricité a été prescrite donc, dans le cadre du parcours Cocon, un bilan psychomoteur, de la rééducation et de la guidance parentale avec, au moins dans un premier temps, des visites à domicile, si possible. Et puis, bien sûr, on poursuit la kiné. Donc, on met l'impression clinique sur le dossier donc de coordination SPICO, en tout cas sur notre région, à l'attention des professionnels et bien sûr en informant les parents puisque on en a parlé longuement pendant la consultation. Et puis on programme une réunion de concertation pluridisciplinaire dans 6 mois. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne. Juste, je rappelle que donc, vous pouvez vous poser vos questions donc, sur le chat, elles seront traitées à la fin. Et puis, vous avez vu que ce webinaire est très dense et très riche. Il se peut que ça va dépasser les 14 heures, mais sachez que donc, il est en replay et que donc, on essaiera de répondre à toutes les questions à la fin. Voilà. On passe donc à la psychomotricité. Le psychomotricien, psychomotricienne au sein de cette équipe, avec comme objectif construire la corporalité de ce petit bébé, s'attacher à l'accordage tonico-émotionnel, tout ce qui va tourner autour de l'attachement, interaction, qui est mise à mal par rapport à tout l'impact que va subir ce petit bébé et sa famille, découverte et appropriation de l'environnement, la sensorialité et tout ce qui est de l'ordre du moteur. Et parallèlement, ce travail aussi avec les parents, s'approprier le bébé dans ce parcours si difficile, l'attachement, permettre à ses parents vraiment de positiver et d'aller vers un attachement positif qui est essentiel. Tout ce qui va être de l'ordre de l'étayage de cette famille, la guidance, sécuriser cette famille. Ici, résumé donc ce sur quoi la psychomotricité va s'intéresser, en tenant compte évidemment des antécédents, du vécu et l'attente des parents, et tout ce qui va tourner en lien avec les autres professions autour de l'organisation, l'installation, le portage, l'attachement, la sensorialité, la régulation sensorimotrice, tout ce que l'on vient de dire, les interactions, l'ajustement de l'oralité, les qualités des explorations et des expériences. Vous voyez bien qu'en psychomotricité, ce qui est vraiment mis en exergue, c'est cet attachement, en fait, ce noyau de départ qui est vital pour le petit bébé et de sécuriser autant ce petit bébé que les parents. Diapo suivante. Voilà. Et évidemment, il est clair que le psychomotricien, il n'a pas toutes les compétences pour résoudre toutes les difficultés. Et vous voyez que schématiquement ici, on a plusieurs cas de figure, notamment sur l'écran à gauche. Si évidemment le psychomotricien est en but par rapport à des schémas d'extension, une raideur, des anomalies orthopédiques, une asymétrie gestuelle, etc., il va donner la main ou il va travailler en lien avec
le kiné. Dans le schéma de droite, on a évidemment tout un tas de difficultés qui va dépasser les compétences du psychomotricien, perturbation de l'oralité, reflux alimentaire, qui peut faire appel alors à l'orthophoniste, à la psychologue. Dans la diapo suivante, on a un autre contexte sur lequel le psychomotricien ne peut pas travailler seul lorsque l'enfant est mis en danger, que les familles ne respectent pas les rendez-vous, tout ce qu'on peut rencontrer, problèmes de santé qui cassent ce suivi. Là aussi, il faut en parler en RCP. Et le petit schéma de droite, où là, on est dans un contexte qui va altérer l'environnement avec une angoisse importante de la famille, une maman épuisée, famille isolée, etc. Ce qu'on peut rencontrer là aussi. Le psychomotricien ne peut pas travailler seul. Il va falloir faire appel également aux autres compétences, notamment ici, par exemple, en psychologie. Pour la psychologie, Caroline Moret. Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, très parfait. bien, impeccable. Alors, je vais vous parler un petit peu des signes d'alerte d'une problématique du registre psychorelationnel, donc chez ces bébés et jeunes enfants vulnérables. Donc, dans le registre des troubles du sommeil, tout ce qui peut être endormissement ou multiples réveils nocturnes ou un besoin constant des bras pour trouver le sommeil, les difficultés alimentaires diverses, tout ce qui va être la difficulté d'expression et de gestion émotionnelle, des bébés qui vont beaucoup pleurer ou avec beaucoup de gênement, ou au contraire des bébés qui sont trop sages, dont on dit qu'on pourrait les oublier. C'est aussi un signe d'alerte qu'il ne faut pas négliger. Tout ce qui est de l'appétence à explorer, quand elle est limitée, voire peu présente, ça va être un signe d'alerte. La moindre réactivité ou l'hyper-réactivité dans les changements d'environnement, la moindre appétence à la relation ou l'hyperdépendance à la relation, et tout ce qui va être des difficultés d'ajustement du bébé avec son entourage immédiat. Tous les décalages dans la construction sensorimotrice, dans le développement du langage et de la communication aussi. Et un point qui me semble important, c'est que l'inquiétude parentale, elle peut aussi être un signe d'alerte précieux. C'est d'un autre registre. Et en tout cas, c'est important de ne pas le négliger, puisque les parents au contact permanent du bébé repèrent des choses. Et voilà, ça peut participer à nous alerter aussi à partir de leurs observations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord s'arrêter sur les signes d'alerte d'une problématique psychorelationnelle, donc du côté du parent. Donc, tout ce qui va être surprotection anxieuse, l'hypervigilance avec des bébés qui vont être sous surveillance et de façon très marquée, avec une préoccupation parentale très centrée sur la santé, sur le corps, la recherche de performance, d'acquisition dans le développement du bébé. Ça peut être un signe d'alerte quand c'est très majeur. Les difficultés à attribuer une vie émotionnelle à l'enfant, ça rejoint un petit peu le point suivant. Donc, des parents qui vont être très centrés sur la dimension de santé, de développement, et beaucoup moins sur ce que vit le bébé, ce qu'il manifeste, avec parfois associé des difficultés d'accordage affectif. Et des difficultés aussi, donc un peu plus grand là, à proposer un cadre éducatif contenant à ces enfants parce qu'ils ont vécu des choses compliquées. Et donc on voit des manifestations caractérielles qui peuvent être importantes quand l'enfant grandit. Les difficultés de séparation, donc là on parle bien du côté parental, avec le bébé, donc de jour comme de nuit, avec des parents qui ont beaucoup de mal à imaginer une chambre qui serait que pour l'enfant, à s'éloigner un petit peu de l'enfant, le confier même ponctuellement. Quand la culpabilité de la prématurité, qui est évidemment fréquente dans ces contextes, mais quand elle prend une place très envahissante et que l'enfant grandit et qu'elle a une place encore très, très large, ça peut être aussi un signe d'alerte associé à d'autres. L'isolement social de famille, on voit des familles qui peuvent être très, très en repli, très isolées, avec l'idée qu'il y a des risques, que l'extérieur est dangereux et donc il faut protéger l'enfant. Ça, c'est un signe d'alerte aussi.
Et puis, dans le discours parental, voilà, quand la naissance prématurée reste encore vécue de façon très traumatique plusieurs mois après, et qu'on sent que ça impacte encore très fortement le vécu moral des parents. La fatigue intense, alors bien sûr associée à d'autres troubles, hein, elle est fréquente la fatigue intense dans ce contexte, mais associée à d'autres signes d'alerte ou voilà, une atteinte du sommeil qui ne soit pas liée bien sûr au réveil du bébé, mais plus à des ruminations psychiques parentales. Et puis, bien sûr, toutes les manifestations du registre dépressif sont évidemment des signes d'alerte du côté du parent, donc tout ce qui est tristesse, ralentissement, voire même idée noire, donc voilà, tout ce registre-là. Il manque une diapo, je pense, du côté de l'enfant. Ou alors, elle a été sautée, peut-être elle était peut-être avant parents. Il y avait du côté des parents et du côté de l'enfant. Euh... Oui, non, c'est bon, pardon, c'est moi qui me perds, pardon, c'est ça. Donc, on peut revenir à... Hop, encore à celle d'avant. C'est bon, merci. Donc, quand est-ce qu'il faut orienter vers le soin psychique en périnatalité? Comment? Donc, ça va déjà dépendre des ressources locales sur le territoire, qui sont très, très variables, comme vous pouvez le constater. Et ça va dépendre aussi du profil et du degré de difficulté parent-enfant. Donc, si on voit que les difficultés parentales, elles sont mobilisables, les parents peuvent être concernés. Ou s'il n'y a pas du tout de difficulté parentale, si c'est plus du côté du bébé, ça peut relever d'une consultation psychologue ou pédopsychiatre en libéral ou d'une équipe pluridisciplinaire en psychiatrie périnatale. Ça dépend là aussi des ressources du territoire. Si par contre on est dans le champ d'une psychopathologie parentale, une difficulté psychique parentale, voilà, avec une précarité sociale importante ou des problématiques complexes, multiples, là on va aller plus directement vers les équipes pluridisciplinaires de psychiatrie périnatale qui portent différents noms, voilà, CMP périnataux, ça peut être aussi dans les CMPP, les CATTP ou OCAMS. Donc, sous quelle forme ça peut prendre, un soin psychique en périnatalité? Donc, si c'est auprès d'un psychologue libéral, hein, avec bien sûr la variation de pratique de chaque professionnel, hein, mais voilà, ça peut prendre la forme d'entretien avec le psychologue ou le psychiatre, soit le parent seul, soit parent-bébé, soit le couple avec le bébé. Donc, ça peut être pour quelques entretiens de soutien ou en psychothérapie sur un temps plus long si c'est une indication pour le parent ou pour la diade parent-bébé. L'objectif, en fait, c'est que le parent puisse avoir un lieu pour partager son vécu, pouvoir évoquer le traumatisme de ces contextes de naissance avec hospitalisation du bébé, évoquer ses angoisses actuelles et les difficultés voilà, que ça peut amener dans la parentalité. Et puis éventuellement voilà, faire des liens avec sa propre histoire infantile et ce que cette naissance vient réactiver. L'idée, c'est de favoriser aussi la lecture chez le parent des manifestations émotionnelles du bébé, comme ça, quand le bébé est présent à la consultation, dans l'ici et maintenant, on peut accompagner ça. Et puis soutenir tout l'ajustement, l'accordage affectif entre le parent et son bébé ou son jeune enfant. Diapo suivante. Donc là, c'était en libéral. Si c'est auprès d'une équipe pluridisciplinaire, donc en psychiatrie périnatale, donc là, c'est variable hein, en fonction de chaque équipe. Il y a des organisations et des propositions de soins différentes. Mais en général, voilà, l'accueil se fait par un psychologue ou un psychiatre. Hein, et puis, il y a un projet de soins qui est élaboré, qui peut associer plusieurs prises en charge. C'est l'intérêt des équipes pluridisciplinaires. Donc, ça peut être un entretien individuel, pareil, avec le parent seul, parent bébé, donc avec un psy. Ça peut être plus du registre à la guidance parentale. Il y a aussi des éducateurs dans ces structures, donc ça peut prendre aussi cette forme. Ça peut être aussi sous forme de groupes parents-bébés ou de groupes avec les enfants d'un côté, les parents de l'autre, quand les enfants sont plus grands. Avec différentes médiations hein, de jeux sensorimoteurs, des berceuses, du portage, en piscine. Enfin voilà, chaque structure a ses médiations privilégiées. Et donc l'idée, c'est de favoriser, voilà, avec ces médiations, de favoriser tout ce qui est éprouvé corporel et détente pour le bébé, pour le parent. Et puis soutenir le lien entre eux, qui a souvent été mis à mal par ces contextes de naissance. Soutenir les parents dans l'expression de ce qu'ils ressentent. Et puis, encore une fois, voilà, observer ensemble les signaux qui viennent du bébé, apprendre à les décoder.
Voilà, une autre forme d'accompagnement, ça peut être aussi avec le psychiatre qui va être là aussi pour évaluer les besoins de traitement médicamenteux éventuels du parent ou les questions d'arrêt de travail nécessaires aussi pour le parent. Ça peut être aussi à domicile dans certaines situations particulières de vulnérabilité. Et ça peut être aussi sur les lieux de vie de l'enfant. Ça peut être des observations en crèche ou une intervention quand le bébé est encore en néonatologie ou en pédiatrie. Et après, tout ce qui est aussi travail indirect, de relais avec les partenaires, donc les partenaires de l'hôpital qui ont pris en charge l'enfant, mais aussi la PMI, la crèche, le foyer maternel, tous les libéraux, bien sûr. Euh, et ajouter à ça aussi l'accompagnement de la situation sociale, puisqu'il y a des assistantes sociales souvent dans ces équipes. Et donc, voilà, ça fait une prise en charge globale, mais qui s'adapte, qui est sur mesure pour chaque famille. Et merci beaucoup, Caroline, pour cet exposé très clair. Avec plaisir. Et on enchaîne donc avec Mathieu Coquery, qui est kiné et qui va nous, comme au webinaire précédent, nous parler de PIPA. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Bonjour à tous, vous m'entendez, vous? Oui, Oui, très bien. parfait. C'est Ok, à on toi. y va. Alors, oui, je travaille au CAMS de Montpellier et aujourd'hui, je vous parle de PIPA. Donc, c'est Programme d'intervention précoce accompagné pour les enfants à très haut risque de paralysie cérébrale et TND, mis en place au CAMS de Montpellier, Nîmes et Dallès. Alors, pour quels enfants? C'est pour tous les enfants présentant un IRM pathologique à terme et une grande prématurité de moins de 27 semaines sur la base des pipages 2. Dans PIPA, entre 3 et 4 mois d'âge corrigé, il y a un bilan neuromoteur kinésithérapique. Dans ce bilan-là, s'il y a une absence de fidgety ou un score IN ou EIN inférieur à 59, on parle de diagnostic de très haut risque de paralysie cérébrale. À ce moment, nous proposons un partenariat aux parents, une intensification des activités motrices dans l'environnement de l'enfant, en partenariat avec eux. On peut passer la diap. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans le PIPA moteur, donc dans cette partie neuromotrice et motrice, ce sont les parents qui vont réaliser les activités et les jeux moteurs, 20 à 30 minutes par jour, fractionnables dans la journée en fonction du rythme familial et du rythme de leur enfant, de la disponibilité de leur enfant. On peut passer la diapositive, s'il vous plaît. Concrètement, après le bilan, le kiné va à domicile avec un cahier de suivi, une fiche pratique où on va développer, mettre en place, leur proposer 2 à 3 objectifs à essayer d'atteindre pour la période des 3 mois entre les deux bilans. Pour réaliser ces objectifs, nous développons à peu près 3 à 4 activités motrices que nous décrivons aussi dans ce cahier et que ensuite nous essayons de mettre en place avec l'enfant à la maison. Le parent, à ce moment-là, va utiliser son téléphone pour filmer, comme ça il a un support vidéo et un support théorique. Ce qui est vraiment presque le plus important, c'est la séance de réajustement qui est faite à domicile toujours en fonction des feedbacks des parents, en moyenne 2 à 3 semaines après cette première séance. Et le film qu'on va voir après, et c'est ça, c'est une vidéo du parent. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir réajuster en fonction des difficultés, des facilités ou des questionnements des parents. On peut passer la diapositive et puis enchaîner sur la vidéo de cette petite fille. Alors, cette petite fille, c'est une grande prématurée. Elle présentait au bilan des 3 mois une hypotonie caractérisée par des mouvements antigravitaires faibles, notamment vers l'axe et pour relier le haut et le bas. Donc, cette vidéo correspond à une activité motrice d'enroulement qu'on fait tous, mais là, c'est la maman qui le fait et elle peut l'adapter dans le quotidien, en interaction, en plaisir et le refaire en fonction des disponibilités de son enfant. C'est ça qui est vraiment important là-dedans. C'est rendre notre collaboration, c'est rendre acteur le parent pour que on puisse impacter la routine quotidienne et donc impacter la trajectoire développementale. Plus le parent va réussir, par exemple sur la table allongée au moment du change,
à mettre ça en place en interaction avec l'enfant et s'adapter. Quand c'est plus possible, alors il pourra le refaire plus tard, bien sûr. Euh, voilà, je pense qu'on peut passer. Donc pour finir, ce PIPA, c'est un programme pluridisciplinaire. Donc, il y a tous mes collègues qui interviennent, bien sûr. Il y a le pédiatre, l'orthophoniste, la psychomote, etc. Par rapport à la situation qu'on vient de voir de la petite fille, il y avait un signe d'alerte qui était plutôt une expression faciale pauvre et avec peu de vocalises. Donc, on était très en lien avec la psychomote et l'orthophoniste autour de ça. Et également, il y avait une agitation motrice, un inconfort moteur. Donc, on était très vigilants. Dernier point sur lequel j'insisterai, ma collègue vient d'en parler avant, concernant l'annonce des difficultés ou de diagnostic de paralysie cérébrale, on essaie également maintenant de développer des conjoints à domicile avec un psychologue pour notamment quand on observe une fragilité parentale pour donc conjoint kiné ou psychomote ou puéricultrice avec la psychologue, notamment pour l'annonce des difficultés ou de diagnostic, confirmation de diagnostic. Voilà. Ouais, un grand merci, Mathieu. Alors, je rebondis sur cette expérience de PIPA qui est tout à fait passionnante pour souligner, fait partie de notre tronc commun également, toutes professions confondues, cette notion-là que vous développez beaucoup dans PIPA, c'est-à-dire la reproductivité par les parents, c'est-à-dire cette Oui, répétition sous forme de jeu, hein, on est bien d'accord, de jeu, c'est pas des exercices, c'est pas du travail, mais de jeu qui va permettre évidemment de favoriser la plasticité cérébrale. Voilà, ça fait partie également de toutes les professions. On converge vers ça. tout à fait. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la place de l'ergothérapeute qui sera présentée par l'heure des Sarpes et Florie, puisque Sandra a un empêchement de dernière minute. Oui. Et du coup, c'est moi qui vais tout faire. Il y a un petit décalage déjà sur le diapo. Donc, au pire, tu peux tous les avancer jusqu'à le bleu et le rose aussi. Donc, nous, on voulait déjà reprendre, voilà, qu'est-ce que c'était que l'ergothérapie rapidement sur l'occupational thérapeute. Et donc, notre action à nous, c'est vraiment de faire émerger l'action de l'enfant, donc ses capacités, son environnement. Et on va parler d'environnement, mais à la fois l'environnement physique, mais aussi tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui est les personnes, enfin tout ce qui sont les personnes qui entourent l'enfant. Et notre objectif, c'est vraiment favoriser la participation dans les activités du quotidien. C'est pas grave. Donc, on s'est basé aussi sur les recommandations de l'EFCNI, qui est la Fondation européenne pour les soins des nouveau-nés, qui met en avant que, tu peux appuyer, que les ergothérapeutes sont là pour supporter les parents. Encore, tu peux y aller. Allez, un 3. Merci. Voilà, que l'ergothérapeute peut soutenir le bébé et les parents dans les activités de vie quotidienne, incluant donc la création des liens, des soins et l'exploration de l'environnement. Il apprend aux parents comment aider leur bébé à se sentir à l'aise et à favoriser son développement. Donc nous, on a tout fait après sous forme de vidéo, voilà, où il y a beaucoup d'écrits déjà dessus, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir dicter en même temps ou parler en même temps. Et je rajouterai juste quelques commentaires. Des fois, la vidéo peut aller vite, et du coup, il faut pouvoir la relire plus tard tranquillement. Donc là, c'est une petite Lana qui est venue en consultation. Donc ça, c'est le bouche à oreille. C'était une autre maman qui me l'avait adressé. Donc, il en avait parlé avec son médecin référent. Et j'ai de la chance, moi, d'avoir une collègue orthophoniste avec qui je travaille énormément sur tout ce qui est alimentation et succion. Et donc là, on voit un petit peu les détails, la difficulté de fermer la bouche, etc. On évalue l'environnement. Et chez cette maman, il n'y avait pas de douleur, le papa était présent, donc ça aide énormément. Et on va détacher toujours en deux sortes, l'éducation sensorimotrice et accompagnement parental. Là, vraiment, j'étais en lien avec l'ortho à deux, c'était du partenariat constant. Les parents, souvent, m'envoient des vidéos derrière. Donc, c'est une petite qu'on a vue pour le change également, en atelier périnatalité avec des autres enfants. Et là, c'était avec une collègue sage-femme. Mais voilà, on voit cette petite Lana là, qui se met toujours dans cette position-là. Et quand les parents m'envoient les vidéos, on sent qu'il y a un gros blocage de ce côté-là. Donc, on n'a pas d'enroulement. Et c'est là où, effectivement, on en voit vraiment en kiné. Voilà ce que je dis, un red flag, un drapeau rouge vraiment pour cette petite.
Donc, je laisse toujours des petites vidéos comme ça tourner. Donc voilà, elle reste constamment comme ça. Et les parents mettaient les jeux toujours du même côté. Donc en ergo, on va effectivement avoir la rééducation sensorimotrice où on va chercher le regroupement, l'enroulement, le main-bouche, le contrôle postural, un peu comme partout. Et la compréhension aussi de l'impact de l'envergure au quotidien qui va aider les parents à savoir comment adapter constamment pour sauver leur enfant. On a vu donc l'installation au lit, on a vu le portage, et on la revoit aussi à 3 5 mois après. Alors là, on a de la chance, entre guillemets, c'est la vidéo où c'est à la fin de la thérapie, donc ça va mieux. Mais c'est une petite qui avait du mal à sortir dans le jardin, et donc la famille voulait absolument euh, qu'elle puisse profiter aussi de l'herbe et du soleil qu'on a dans le sud. Donc effectivement, on a fait beaucoup de travail sur le ventre, une thérapie en intégration sensorielle avec une habituation progressive. Et on fait souvent des programmes à la maison, donc là qui reprend un peu le pipa, j'ai envie de dire, où les parents ressortent en ayant déjà voilà, des jeux à faire qui vont stimuler dans le quotidien. Et donc là, on la voit, c'est une vidéo envoyée par les parents, où effectivement il y a une ribambelle de jeux, mais tout ce qui l'intéresse, c'est la chaussure. Après, on a notre petit Ilias qui a vu à la fois de la psychomote, qui a référé en kiné, qui a référé en ergo. Donc petit Ilias, lui, c'est un grand prématuré. Et quand on l'a vu, il avait 7 mois. Donc, on est dans un autre contexte environnemental pour cet enfant-là. On voit là que la maman, elle a des gestes, elle essaye de faire bien, mais elle a du mal à s'ajuster, elle a du mal à... Voilà, elle touche un peu l'enfant partout. Comment, comment se placer? Ça a été sa vraie demande. Et donc là, ma collègue Ergo est en train de lui expliquer où se placer, comment faire, tout ça en guidance parentale pour que la maman puisse après jouer avec son petit. C'est un petit qui fonctionnait aussi énormément par imitation. Et ça, je crois que c'est après cette vidéo-là que la maman en a pris conscience et a commencé à jouer un peu plus avec son enfant. Donc, on va chercher les expériences d'enroulement dans le quotidien, les ajustements posturaux, les transferts d'appui. Et on va parler aussi de co-occupation, c'est-à-dire le plaisir partagé en interaction dans les différentes activités de vie quotidienne. Et en fin de thérapie, on a quand même une confiance qui est vraiment accrue au niveau des parents. Et une maman qui est ajustée à la fin de la thérapie. Donc toujours, le FCNI met en avant la collaboration multidisciplinaire, la coordination des soins, et qui prouve que c'est efficace et nécessaire. Et je rajouterai aussi pour la petite Lana, parce que je crois que je ne l'ai pas marqué dans la vidéo, on l'a aussi référé en gastropédiatrie avec ma collègue orthophoniste dès le début, parce qu'il y avait vraiment des difficultés derrière, et effectivement, elle avait un RGO interne très très massif. Donc c'est une petite qui après été suivie aussi médicamentation, plus d'autres suivis, notamment kiné, psychomote et tout après. Merci. Il faut rappeler que, quelle que soit la profession, ergothérapeute, psychomote, kiné, qu'il y a une nécessité là d'avoir des gens formés à la prise en charge des tout petits, que tous les kinés, tous les ergots, tous les psychomotes vont pas prendre en charge des tout petits comme ça. Ça nécessite une appétence, ça nécessite une envie, ça nécessite une formation initiale et une formation continue complémentaire pour pouvoir prendre en charge au mieux et toujours en collaboration, en coordination et essayer d'être efficace. Et on n'est jamais trop nombreux auprès de ces tout petits vulnérables. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Antoine, pour l'orthopsie? Bonjour, merci. Alors effectivement, la fonction visuelle est quand même une composante essentielle dans le développement de l'enfant et dans ce qui nous intéresse dans le cadre de l'enfant vulnérable. Effectivement, l'ophtalmologiste et l'orthoptiste sont donc les professionnels de référence
en ce qui concerne donc le diagnostic et l'exploration et la rééducation de la fonction visuelle. Et aujourd'hui, il paraît évident au vu des présentations précédentes que effectivement, la vision est quand même une composante centrale dans bon nombre de composantes. Donc, je vais rappeler effectivement les critères d'attention. Alors on m'a donné 5 minutes, c'est ça, hein. Donc je vais passer quand même rapidement sur le développement, sur l'évolution de la vision et peut-être arriver jusqu'à ma petite diapo suivante. Voilà, sur ma petite frise du développement. Donc effectivement, le constat, c'est que 80% des informations reçues par le cerveau environ sont traitées par la vision. Il faut savoir, je fais un parallèle avec les dernières recommandations en population générale. Au jour d'aujourd'hui, il y a une expérimentation qui est en cours et qui va devenir nationale. Tous les enfants de 3 ans, au jour d'aujourd'hui, vont avoir droit à un dépistage visuel en petite section, en population générale. Donc, dans les années qui vont suivre, tous les enfants de petite section vont avoir un dépistage visuel réalisé par un orthoptiste dans toutes les écoles de France. Donc effectivement, si on se réfère ne serait-ce qu'à l'argumentaire des travaux de l'HAS sur les TND et le repérage et l'orientation de l'enfant à risque, mais en fait, dans les recommandations, il est déjà conseillé de réaliser un bilan ophtalmologique et un bilan orthoptique aux environs de 12 mois. Et plus tard dans le développement de l'enfant, il est conseillé de réaliser, avant l'âge de 6 ans, un bilan orthoptique neurovisuel. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la pluridisciplinarité. On peut passer. Je vous fais grâce des enjeux classiques de dépistage d'estrabisme, de l'amblyopie, des troubles réfractifs, myopie importante et autres difficultés qui peuvent survenir effectivement notamment chez le prématuré. Et effectivement, on peut passer. On va peut-être insister sur donc les signes d'alerte par âge. Alors peut-être on peut remonter, on remonte précédent, 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 précédent. Voilà, donc effectivement, voilà, la suivante, sur les signes d'alerte. Donc tous les professionnels de santé, que ce soit les kinés, les pédiatres, les orthophonistes, les psychologues, sont aujourd'hui capables d'observer des signes d'alerte par âge. Donc là, effectivement, si on prend l'exemple des 0,4 mois, on va toujours retrouver en gras, en caractère gras, une poursuite oculaire médiocre, la présence de nystagmus, de strabisme permanent, de position anormale de la tête, des absences de réflexes à la fixation, des absences de clignement, un enfant qui va avoir tendance à appuyer sur ses yeux, toujours une instabilité de la fixation, ça revient souvent, des anomalies du comportement. En suivant, effectivement, on retrouve tout un tas de signes. De toute façon, vous retrouverez en suivant le webinaire, qui sont vraiment des signes évocateurs et qui doivent systématiquement conduire à la réalisation, à une orientation vers un professionnel de santé, ophtalmologue en ce qui concerne la partie réfractive, physiologique, anatomique, et l'orthoptiste qui va réaliser un bilan. L'orthoptiste ne se contente pas de faire un bilan de dépistage. On va pouvoir avoir des mises en situation et des évaluations à la fois sur le plan sensoriel, moteur et fonctionnel en fonction de l'âge, qui va effectivement nous renvoyer aussi vers des fonctions qui va nous permettre de nous alerter également vers des difficultés en ce qui concerne effectivement la fixation. Est-ce qu'on est en présence ou pas de prémices d'un TSA, mais aussi par rapport au langage, la communication. La vision est très importante dans la mise en place du langage et de la communication, de la posture, du confort, de la motricité en général. Et vraiment, le message, c'est d'orienter vers les libéraux formés, soit du réseau, soit des libéraux formés, qui vont effectivement précocement faire des bilans adaptés de manière à donner un diagnostic et une orientation
orthoptique sur la conduite à tenir, mais aussi effectivement aller vers les autres professionnels de santé pour effectivement apporter des conseils. On peut passer à la diapositive suivante. Donc effectivement, 80% de notre perception du monde extérieur est visuelle. Donc on vous retrouvez évidemment les interactions entre la vision et tout le reste. On peut passer. Le bilan orthoptique qui est réalisé, effectivement, va aller vers un projet de soins qui est souvent aussi pluridisciplinaire. On peut passer. Moi, la question que j'ai envie voilà, de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà eu dans votre patientèle des patients, des enfants jeunes non-voyants? Voilà. Essayez de comparer un enfant qui est non-voyant avec un enfant qui est voyant. Il y a quand même des difficultés, des différences énormes au niveau du comportement et du développement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir une acuité visuelle conservée mais avoir un déficit dans la perception, l'intégration et le traitement de l'information visuelle. Donc là, vous allez vous retrouver le schéma de notre sujet de mémoire quand j'ai pu passer le DU. Donc c'était une petite, effectivement, qui était extrêmement prématurée avec un tableau complet. Il y avait des déficits au niveau auditif, au niveau visuel. Et j'avais été amené effectivement à réaliser une consultation conjointe avec la psychomotricienne et la kinésithérapeute de manière à essayer d'adapter l'environnement et donner des conseils de manière à ce que l'enfant puisse se recentrer, se regrouper. C'est un enfant qui était agité lors des séances avec la kinésithérapeute et effectivement j'étais allé au domicile avec la kiné. On avait mis en place un système de paravent, un système de stimulation avec tout un tas d'objets qui permettaient à l'enfant de retrouver une attention, de confiance, de se rassembler et qui permettaient à la kiné de réaliser ces séances, ces manipulations. De même avec la psychomote qui avait au départ la problématique attentionnelle et on avait essayé de répondre à comment et quels conseils l'orthoptiste pouvait donner de manière à favoriser les séances de psychomotricité. Donc s'il faut bien comprendre s'il y a quelque chose à retenir, c'est l'effet primordial de la vision dans le développement de l'enfant, qu'il ne peut pas y avoir de prise en charge efficace, notamment sur le plan fonctionnel et neurovisuel, sans évaluation préalable de la sensorialité, de la motricité, que tout se réalise par âge et qu'il y a des âges clés où effectivement la réalisation d'un bilan est absolument nécessaire et que les orthoptistes sont tout à fait capables et qualifiés de revenir vers les autres professionnels du réseau de manière à apporter des clarifications et des conseils de manière à optimiser la prise en charge pluridisciplinaire. Merci beaucoup, Antoine. On va vous passer des extraits de la présentation de Delphine que vous pourrez donc demander en totalité à Déborah si vous le souhaitez. Bonjour, je suis Delphine Petrucci, orthophoniste en libéral. Je représente le groupe des orthophonistes de Coucou et je vais vous parler de la place de l'orthophonie dans le parcours pluridisciplinaire. Première question, qui adresse à l'orthophoniste? Donc c'est soit par voie directe le médecin qui repère des signes d'alerte lors de ses consultations, soit par voie indirecte un professionnel de santé paramédicale qui naît souvent au psychomote, repère des signes d'alerte lors de ces séances de suivi concernant l'alimentation ou la communication, en réfère au médecin qui prescrit. Au niveau de la communication, donc communiquer, c'est mobiliser du non-verbal, du verbal, mais c'est aussi bénéficier d'un bas langage de qualité de la part des parents, et c'est pouvoir structurer ses premiers raisonnements pour accéder au faire semblant, et donc au symbolique, ce qui est la base du langage. Par exemple, la petite Kali, là, qui est née très grande préma, qui a 11 mois d'âge réel sur la photo, là, à droite, et 8 mois et demi d'âge corrigé. On voit bien sur la photo, elle a des schémas d'extension, la tête part en arrière, elle a un problème de fermeture de la bouche et de la sonde labiale, et quand elle prépare son aliment, en fait, elle garde sa bouche ouverte, et donc il n'y a que la langue qui travaille. Elle ventile par la bouche en même temps, et c'est risque majeur de fausse route. Le petit bout à côté, la Maëlio qui a 9 mois et demi, lui c'est un petit bout qui est suivi par un kiné,
alors, pardon, dans la petite Cali, excusez-moi, je finis, était suivie en parallèle de l'orthophonie par une kiné et une psychomote. Donc Mario, lui, il est venu parce qu'il a un trouble alimentaire pédiatrique, et c'est un petit bout qui a beaucoup de tension corporelle, donc qui est suivi par un kiné. Le travail conjoint kiné plus orthophonie fait que kiné, ça lui commence à libérer un peu de tension corporelle. En orthophonie, ça y est, donc au niveau sensoriel, il est bien maintenant. Sa langue se libère, elle était toute bloquée, elle se libère maintenant. Il coordonne bien sa langue, ses lèvres, etc. Il est capable en séance d'enrichir ses stratégies alimentaires, il commence à manger des petits morceaux. Mais là, le frein, c'est plutôt le contexte familial. C'est une maman qui a une histoire de vie très compliquée. C'est une super maman qui se remet beaucoup en question, qui fait vraiment de son mieux. Mais elle a un parcours personnel très compliqué. Et le petit bonhomme est vraiment une espèce de tension psychique et corporelle. Il n'arrive pas à lâcher le sein de sa maman. Et c'est compliqué de transférer dans le quotidien tous les progrès qu'il fait en séance. Donc là, le frein est plutôt d'ordre psychologique. Au niveau de la communication, ce qui pourrait freiner le travail réalisé en orthophonie, c'est par exemple tous les problèmes moteurs aussi, parce que par exemple, parfois on travaille avec des petits qui ont un problème de communication et on sent que ça y est, ils ont compris l'intérêt du pointage, ils ont compris l'attention conjointe, parce qu'on a beaucoup travaillé en ortho, mais ils n'arrivent pas à réaliser l'acte moteur d'attention conjointe et de pointage, parce que pointer ou mobiliser de l'attention conjointe, ça demande à stabiliser le bassin, le tronc, à dissocier les ceintures, et c'est compliqué. Les problèmes moteurs également, de dissociation de ceinture, de troubles posturaux, altèrent aussi la manipulation et l'exploration des objets, donc la structuration de la pensée, donc gêne aussi par ricochet la mise en place de la communication. Et puis un corps verrouillé, c'est un corps qui n'est pas dispo pour la communication. Un corps aussi qui est empêtré dans un problème d'intégration sensorielle plus globale, c'est aussi un petit enfant qui a du mal aussi à sortir du stade d'exploration sensorielle du monde environnement et des objets dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a du mal à rentrer dans un rapport plus intentionnel, causal d'action avec les objets, parce qu'il est parasité par le déplacement de l'objet, par le bruit de l'objet, par le toucher de l'objet. L'enfant aussi qui a un problème d'intégration de son schéma corporel va avoir du mal à construire son enveloppe corporelle, donc son identité, et donc identité en tant qu'être communicant. Les troubles de l'attachement également constituent un frein. Alors au niveau, parfois on a vu que des troubles sensoriels et moteurs pouvaient impacter, avoir par ricochet entraver la communication et l'alimentation, mais à l'inverse aussi, un trouble alimentaire pédiatrique peut impacter aussi sur d'autres domaines. Par exemple, un enfant qui a un problème de mastication, ça peut aussi entraver la stabilisation des chaînes physiologiques globales, puisqu'on a vu que langue, mandibule faisait partie de ces chaînes physiologiques. Ça peut entraver le sommeil, la posture linguale, donc la croissance maxillo-faciale, ça peut générer des angoisses familiales et parentales. Un trouble de la communication aussi. Un petit bout qui a du mal à communiquer, ça l'incite peu à utiliser son corps comme outil de communication, et donc à mobiliser ses dissociations de ceinture. Ça le frustre psychologiquement, donc ça a un impact familial et social. Donc, pour que ça fonctionne tout ça, en fait, il faut du partenariat. Voilà. Surtout sur des petits bouts comme ça vulnérables qui ont plusieurs prises en charge. Ce partenariat, c'est avec les autres paramédicaux, donc entre orthophonistes, kinés, psychomotes, diététiciennes, orthoptistes, ergothérapeutes, le médecin qui doit être au centre de ce partenariat, c'est très important, et puis aussi les parents qui ont une place très importante. Donc les parents, c'est vraiment les co-constructeurs du projet, il faut vraiment l'envisager comme ça. C'est-à-dire que les parents sont souvent angoissés avec une anticipation négative par rapport à l'alimentation, par exemple. Ils ont du mal à décoder les signaux de communication de leur enfant. Et nous, on est là pour impulser en tant que thérapeute. Mais après, nous, on impulse juste. C'est aux parents à réussir à transférer au quotidien, sans pour autant être des thérapeutes bis. Donc notre rôle, c'est de travailler avec les parents pour les accompagner dans l'adaptation de cet environnement familial écologique du quotidien de la maison pour rendre l'enfant compétent. Comment on peut aider les parents à mobiliser des situations dans la vie quotidienne pour le rendre compétent en termes d'alimentation et de communication. Harmoniser tout ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est important de faire le point entre nous, professionnels paramédicaux, pour se coordonner, les parents ont besoin de ça, mais c'est important aussi, de plus en plus, je trouve, d'inclure les parents dans ces synthèses pluridisciplinaires. Et de plus en plus, moi je fais des visios avec les autres paramédicaux et les parents qui participent aux visios aussi, parce qu'ils sont vraiment partenaires du soin. Que le médecin soit au centre des décisions, que chaque paramédical reste à sa place. Voilà. Le kiné reste kiné, le psychomote reste psychomote, l'ergo reste ergo, l'orthophoniste reste orthophoniste. Sinon, ça multiplie les discours et les parents s'y perdent. Donc vraiment, chacun reste à sa place.
il peut y avoir des différents profils un peu de séances. Bon, bien sûr, des séances chez l'ortho, chez la psychomote, chez le kiné, etc. Mais parfois, c'est intéressant de faire ponctuellement des séances à domicile, ou parfois des séances à deux professionnels aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que je pense que c'est important de ne pas passer à côté de signes d'alerte et de ne pas s'interdire d'envoyer vers un professionnel paramédical si on repère des signes d'alerte, de ne pas être freiné en se disant il a déjà deux suivis, on va pas en rajouter un troisième. Là, c'est dommage parce que souvent les parents sont soulagés quand il y a une pluridisciplinarité, parce que quand ils comprennent la complémentarité des suivis, en fait, ils sont contents parce qu'ils voient cet effet de vase communicant et parce qu'on peut adapter à chaque famille, en fait. Déjà, c'est pas nous de décider pour eux, en fait, c'est à eux de décider quand ils ont toutes les cartes en main. Et puis, c'est important, on adapte en fonction des familles. On peut très bien, s'il y a déjà deux suivis et qu'on sent qu'un troisième est possible en plus pour les parents, très bien le proposer. Si on sent que deux maxi c'est possible, mais que ça ferait bien quand même de commencer à attirer leur attention sur un autre domaine, par exemple la communication, et de faire un bilan chez un troisième professionnel paramédical. Et ce bilan va permettre de pouvoir commencer à poser les jalons. On peut faire des bilans comme ça ponctuels jusqu'à ce qu'on puisse à un moment déclencher le suivi quand un des autres professionnels de santé diminue le nombre de séances par semaine. Voilà, et ce qui permet comme ça de pas surcharger le planning des enfants. Par exemple, 2 séances de kiné par semaine plus psychomote et on sent qu'il faut de l'orthophonie, on pourrait alterner avec la psychomote et dès que la kiné passe à une séance par semaine, on passe à une séance kiné, une séance psychomote et une séance orthophonie dans la semaine, etc. Je pense que c'est malléable, mais surtout, il faut que les parents aient le choix en fait, et puissent décider en équipe. Voilà. Merci de votre attention. Nous allons poursuivre avec une prise en soin coordonnée pluriprofessionnelle, en particulier en milieu rural, parce que il est extrêmement important de se rendre compte que la région est grande et que la notion de territorialité est quelque chose d'extrêmement important. Christine? Oui, alors c'est extrêmement rural. On est à 1 h 15 de Rodez, donc on est très loin de Montpellier, Toulouse. Parce on a eu des intervenants qui étaient des gens plutôt en ville. Donc, c'est Jules qui est né en mai 2023. Il avait au cours du suivi de grossesse une clarté nucale épaisse et un cariotype a été réalisé, il n'y avait rien de particulier, il naît à terme. Et puis, au cours du dépistage de l'audition, on découvre une double anomalie, donc une agénésie du nerf cochléaire gauche et en plus, à droite, des potentiels évoqués auditifs négatifs. Il complique sa prise en charge avec à 4 mois une cassure de la courbe pondérale, alors qu'il était né trop à 3 kg 200. Dans cette histoire de cassure de prise pondérale, il y a un contexte social extrêmement précaire avec une maman qui est issue de l'aide sociale à l'enfance, un papa qui n'était pas forcément armé, un couple qui est en train de se séparer. Donc, toutes les prises en charge sont beaucoup plus compliquées. Donc, non seulement on est en milieu très rural, mais en plus, on va avoir de la difficulté à mobiliser les parents. Peut-être là, voilà. En milieu très rural, ce qu'on peut mettre en place quand les parents sont difficiles à mobiliser, c'est du recours de premier niveau. Donc, on a la chance d'être dans une maison de santé avec un kinépédia formé, une orthophoniste qui est formée aussi qui est formée pour les enfants et qui travaille en parallèle dans un camps. On a partout sur les territoires, même en grande ruralité, des puéricultrices de PMI. Et puis, en médecin généraliste, je me suis formée au DU nouveau-né vulnérable. Pour cet enfant, on a proposé du coup tout de suite de la kinépédia parce qu'au niveau moteur, le développement n'était pas satisfaisant dans le suivi que je pouvais faire en mensuel. Et l'orthophoniste a été démarré rapidement puisque cet enfant, vous avez compris, il est sourd. Il a eu d'abord un appareil et secondairement un implant cochléaire. On peut suivre, voilà. Au deuxième niveau, donc ça c'est le premier niveau qui est construit autour de l'enfant et dans le village à 200 mètres du domicile du papa. La prise en charge est très compliquée parce qu'on a un CHU donc, sur 2 régions différentes, un CHU à Clermont-Ferrand qui fait le suivi ORL avec l'audioprothésiste et le chiro ORL. Et à l'hôpital de Rodez, j'essaye d'avoir un suivi pédiatrique par rapport à la difficulté de croissance de cet enfant. On va avoir nous, on fonctionne en niveau. Nous, on est le premier niveau. Et comme c'est un enfant qui va avoir besoin d'une prise en charge complexe, on a
et la surdité et la difficulté de croissance, le CDDS va nous aider, enfin, on est en attente de prise en charge avec le CDDS. Donc, il faudrait faire fonctionner ce premier niveau avec les rééducateurs, avec un CHU, un CH local et un CDDS. À la suite. Pour le premier niveau, nous, on a un outil, je vais en refaire la promotion, j'en fais la promotion tout le temps, c'est Spico. Quand on parle de faire des... Alors, j'arrive plus à relire, je vais remettre sur le mien. Donc, on utilise un seul outil. Dans cet outil, on est déjà, même au premier niveau, trop au niveau de l'enfant. Et si on devait se baser que sur des RCP, en fait, je ne sais pas comment vous arrivez à organiser vous des RCP, mais on ne peut même pas en faire une par mois, en fait. C'est difficile. Avec l'outil Spico, on va pouvoir, autour de l'enfant, communiquer pratiquement au jour le jour. Ce petit Jules, il va chez l'orthophoniste toutes les semaines, il va chez la kiné toutes les semaines, et il y a la PMI au début qui faisait un suivi toutes les semaines. Ça nous a permis d'échanger au jour le jour autour de l'enfant. On peut passer à la diapo suivante. Il y a 2 niveaux dans Spico qu'on a utilisé nous. Il y a un outil de discussion, on est tous connectés dessus, et un outil dossier. Dans le dossier, ça permet à chaque professionnel d'accéder à tous les comptes rendus. Et quand il commence à prendre en charge l'enfant, savoir où est-ce qu'on en est dans la prise en charge médicale. On peut continuer. Je vous ai juste montré, c'était une diapo pour expliquer, ça c'était déjà en janvier, comment on utilise Spico Discussion. Je présente l'enfant en fait à tous ceux qui vont s'en occuper, et après on voit, on a l'orthophoniste qui l'a vu, on a notre kiné après qui l'a vu, et on se répond. Les interactions que vous avez vues là, déjà il y en a plusieurs sur une journée. Parce qu'au début, pour faire prendre en charge, pour la prise en charge, c'est difficile. Juste pour le dossier, on a des documents dans lesquels on met tous les comptes rendus, et puis vous pouvez voir sur le côté l'équipe qui est autour de cet enfant. Ensuite, donc on s'est permis du coup de reprendre un petit peu comment on a pu prendre en charge cet enfant. Il a maintenant 1 an. Il a la visite de la PMI, on a 2 séances d'orthophonie, 1 séance de kiné. Pour pouvoir mettre tout ça en place, il a fallu monter un dossier MDPH. On a ouvert la JPP pour le papa parce que je ne vois pas comment il pouvait. Il est tout seul maintenant, le papa, la maman est partie. Il est tout seul avec 2 enfants. On a mis en place une allocation pour qu'il puisse accompagner son enfant. On travaille conjointement avec la crèche. Cet enfant est accueilli 3 jours par semaine en crèche. Moi, je vais le voir en crèche, la kiné aussi de temps en temps, pour observer des choses un peu différentes de ce qu'on peut observer en consultation ou dans nos bureaux. Notre difficulté, ça reste le lien avec le 2e niveau. Quand j'essaye de faire prendre en charge l'enfant par un pédiatre à l'hôpital, le papa a beaucoup de rendez-vous, et s'il n'en loupe pas, en fait, il faudrait revenir à la diapo d'avant. Le papa, pour peu que ce rendez-vous tombe le jour où c'était la surveillance de l'implant cochléaire, le rendez-vous saute, et puis j'en ai un que très longtemps après. Et la mise en place de l'accompagnement par le CDDS, ce sera qu'en septembre. Donc, il aura déjà plus d'1 an. Quand on essaye de mettre en place les 2e niveaux, ça prend beaucoup de temps. Pour revenir aux histoires de signes passerelles, si on avait pu faire défiler toute la conversation, par exemple pour ce petit garçon, suite à l'observation en crèche, en kiné et en orthophonie, on se rend compte que il commence à se déplacer, mais on n'arrive pas bien à définir le but de son déplacement. Dans la communication, il y a eu un moment de retrait où il nous sourit, mais c'est presque pas adressé. Donc, il y a 3 personnes qui sont alertées sur la qualité de la communication et de ses interactions avec le monde extérieur. Et du coup, on va faire intervenir maintenant une psychomote en plus dans la boucle, mais toujours qu'en niveau 1, en attente du relais niveau 2 avec le CMPP. Je vois l'idée de l'interlocuteur passerelle
Euh, quand vous en avez parlé tout à l'heure dans la présentation, c'est quelque chose effectivement qu'on utilise énormément et on identifie toujours dans l'équipe celui qui a la meilleure accroche avec le parent pour pouvoir faire passer les messages via cette personne en général. Alors des messages de attention, il ne faut pas louper les rendez-vous, y a quelque chose qui nous alerte, on va surveiller un petit peu plus. On l'utilise vraiment, nous, l'interlocuteur passerelle. Dans ce qui peut nous manquer maintenant, les RCP à notre niveau, on arrive à les faire. Jules, on va en parler le 11 juin, notre prochaine RCP de niveau 1 en réseau de proximité en libéral. Il nous manque Docteur Semaine au RCP BB12 parce que ça aurait été l'endroit où j'aurais pu parler avec des gens de niveau 2 et j'en ai plus. Voilà. C'est message entendu. On va parler un peu de la PMI. Pourquoi je dis un peu? Parce qu'on a relancé 5 secteurs de PMI pour qu'ils puissent participer et nous montrer le travail que fait l'APUR au quotidien ou que fait le médecin de PMI. Et aucune réponse favorable pour l'instant. Simplement, si vous voulez utiliser ce QR code, vous allez avoir les dernières recommandations de l'HAS concernant la prise en charge du bébé vulnérable et de sa famille. Dernière recommandation qui date de janvier 2024. Voilà pour la PMI. J'espère qu'une autre fois, on arrivera à vous présenter ce travail, qui est un travail important, puisque c'est un travail d'ultra promixité et de priorité dans l'accompagnement familial. Il est aussi important de parler de l'amont et de l'aval. Il n'y a pas d'aval s'il n'y a pas d'amont. Il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas de grossesse. Et il n'y a pas de grossesse s'il n'y a pas d'enfant. Donc, la sage-femme à sa place, en particulier dans ces situations extrêmement complexes. Manuel? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, j'ai envie de commencer par dire que je remercie mes collègues pour tous les signes finalement qu'ils ont énoncés et beaucoup de signes qui sont visibles a priori chez l'enfant. Et en fait, dans l'anténatal, on a des signes en miroir, on a des parents en retrait, on a des parents qui ont des postures qui nous interpellent, on a des parents qui sont inquiets, on a des troubles de la relation, des difficultés relationnelles. Donc, on peut imaginer à quel point l'importance d'accompagner en précocité et dès l'anténatal, hein, puisque c'est aussi l'utérus est la première niche émotionnelle de l'enfant. Donc, je ne vais pas étaler là tous les signes possibles qu'on voit. Mais voilà, donc je remercie mes collègues de l'avoir fait. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de ces signes qu'on a dans la consultation, dans la relation thérapeutique, quand on commence cet accordage au patient et où tout à coup, on perçoit des tas de signes dans l'environnement, à la fois dans les mots qu'ils vont choisir, dans les gestes, la voix, le ton, ce bébé finalement qui est là in utero, où on peut quand même parfois percevoir les mouvements ou imaginer qu'il y a du mouvement quand un parent vient poser la main au contact de son enfant. Voilà, on est plein de signes tout le temps. La grosse question, c'est sont-ils vraiment des alertes? Qu'est-ce que je vais en faire? Et si vraiment il m'alerte, comment je vais passer la main à l'autre professionnel, à l'entourage peut-être, aux gens qui connaissent bien la famille. Et on sait avant tout que tout ne pourra pas être cadré et qu'on est dans une discipline, en tout cas dans l'anténatal, mais je ne parle pas de l'obstétrique, je parle de tout ce qui est la psychopérinatalité, où on marche un peu à l'invisible et à l'imprévisible, on a des données. Mais finalement, tout le travail qu'on fait d'accordage aux patients, on n'a pas encore beaucoup de résultats. Donc, on est beaucoup à la fois dans les données, mais aussi dans l'expérience au quotidien. Et je trouve que le plus difficile, mais peut-être de ma place de sage-femme où je fais de la coordination et du coup, mes collègues sont en première ligne dans le repérage et j'arrive peut-être en deuxième intention. Elles ont déjà repéré énormément de signes qu'elles vont me transmettre. Et moi, le travail, ça va être de dire qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ça parce qu'il y a matière effectivement à travailler, mais on ne va pas pouvoir tout calibrer. Donc, il y a tous nos sens, il y a des outils de repérage, évidemment, qui viennent souvent quand même après la clinique et parfois pour conforter la clinique. En périnate, on a pas mal d'outils et de consultations dédiées, en plus au repérage
des signes d'alerte. L'entretien prénatal précoce, l'entretien postnatal, on utilise aussi des échelles. Et je voulais dire que les ressources et les compétences des parents sont aussi parfois des signes qui peuvent être passerelles. On a des parents qui ont des parcours de vie parfois très cabossés et qui ont fait une progression absolument incroyable et qu'on a parfois du mal à voir et à mettre en avant. Et quand un parent a déjà dans sa vie consulté pour des problèmes d'ordre psy ou addicto ou de précarité, qu'il a fait déjà le mouvement, c'est un vrai signe passerelle parce que si ça s'est bien passé pour lui, ben, c'est tout gagnant finalement pour la famille parce qu'il aura moins de difficultés à y retourner. Si tu peux, voilà, merci. Donc les signes, ils sont là, ils sont dans ce que je vois, dans ce que je vais sentir, aussi avec ma main, finalement. Et puis surtout aussi dans tout ce que les partenaires autour vont me dire, ils vont orienter probablement aussi ma manière de penser la situation. Et on part avec des antécédents, des représentations qu'on a tous, particulièrement sur les parcours vulnérables. Et puis, il y a toutes les données hein, qui sont là. Et très facilement, on fait appel à notre cerveau et cette capacité un peu bayésienne de faire des probas très vite et de se dire, mon Dieu, j'ai cette patiente qui rentre dans les 20% de dépression postnatale. Ça y est, elle est dans les 90 femmes qui vont se suicider dans l'année. Enfin voilà, très vite, cet enfant est à risque de troubles du neurodéveloppement. Donc, ça va très vite, ça s'emballe. Et pour autant, c'est par où je vais prendre tout ça. Donc, la prochaine slide, ça montre un petit peu ce qui se passe dans notre tête hein, quand on est sur une évaluation dite complexe. On a tout de suite une arborescence qui se fait en se disant, voilà, l'orientation idéale, ça serait ça. Au plus rapide, il faudrait que je fasse ça. Si je veux prioriser, ça serait plutôt vers là. Donc, en priorité, c'est le psy. Ensuite, je vais ramener une collègue de PMI. Il faudra que je pense quand même au CAMS parce que c'est un petit peu inquiétant. Mais finalement, il faudrait que je mette une AS parce qu'il y a des problèmes financiers. Bon, voilà, donc ça part très très vite. On se dit que le travail en réseau, bah, il est nécessaire, hein, à la fois pour nous, mais surtout pour ces familles-là qui, à la fois, ont droit à avoir des appuis multiples et des regards croisés sur leur situation. Et on se dit surtout, mais finalement, quels sont les besoins de cette famille? Parce que moi, en tant que soignant, mon besoin, ça serait vraiment de cadrer. Et je voudrais pas que ce bébé rentre tout de suite dans la courbe du trouble du neurodéveloppement. Je voudrais pas qu'il y ait un trouble de la relation entre ses parents et cet enfant. Mais finalement, quels sont leurs besoins à eux. Voilà. Et on se pose aussi la question de qu'est-ce que je vais dire à mes collègues, comment, qui je vais choisir et pourquoi finalement j'oriente et qu'est-ce qui se passe dans mon territoire, dans mon environnement proche qui va coller avec l'orientation idéale que mon cerveau, là, finalement, vient de construire. Donc moi, je rentre un peu plus, mais parce que peut-être je viens de la dicto et c'est ma formation dans ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages, mais je mets des guillemets sur les dommages. C'est vraiment une philosophie de prise en charge qui reconnaît l'expertise patient. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais bien qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on cadre assez rapidement. Je prends l'exemple qui est vraiment dans le quotidien. J'ai une patiente qui consomme à la fois du THC, du tabac, de temps en temps un peu de cocaïne. Je connais les effets, elle les connaît, on les a exposés, mais ça va être de dire, bon voilà, sur toutes ces substances, il va falloir qu'on réduise les risques, il va falloir qu'on en enlève quelques-unes. Et elle va me dire très probablement, bon, la cocaïne, je pense que je peux m'en passer. Le tabac, je peux tenter. Par contre, le THC, moi, c'est tous les soirs. Et puis aussi le matin quand je me lève, sinon je ne peux plus me lever. Donc, il va falloir finalement travailler avec ça. Pour travailler avec ça, souvent, je leur étale des bulles comme ça et je leur dis, bon voilà, racontez-moi votre environnement, racontez-moi au niveau financier, commencez parce que je vais leur dire si là, tout de suite, j'avais une baguette magique, concrètement, on commencerait par quoi? Et je vais commencer par là où ils en sont parce que je sais que si le problème, il est financier, effectivement, si je les allège au niveau des finances, je vais probablement, avec les autres collègues, diminuer le niveau d'anxiété. Et si je diminue l'anxiété, je vais peut-être diminuer, avoir un effet sur les consos. Et si j'ai un effet sur la conso, je vais peut-être avoir un effet aussi sur le cerveau de ce bébé. Donc, c'est un peu l'approche réduction des risques dans ces situations très complexes. C'est se dire, bon, je vais peut-être commencer par les besoins du patient et ravaler un peu mon impatience parce que moi aussi, je voudrais que ça aille vite et que sur le temps du parcours de grossesse, on a 9 mois si on s'y prend suffisamment tôt. Et pour cadrer une situation, ben, ça paraît un peu court et pourtant, il va falloir qu'on travaille avec ça. La prochaine slide. Donc voilà.
Donc, les questions, c'est voilà, par où je commence, quels sont vos besoins, est-ce qu'on peut travailler ensemble, les points négatifs, les points positifs de ce que je vous propose. Si vous n'en voulez pas, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui vous fait peur? En fait, je pense vraiment que l'orientation doit faire sens et que le parent doit se saisir du pourquoi j'oriente. Il doit comprendre que parfois, ben moi, finalement, je suis sage-femme. Évidemment, je pressens parfois dans la consultation postnatale que les mouvements généraux de ce bébé, que l'accordage entre les parents et cet enfant sont pas tout à fait ajustés. Pour autant, je me sens pas un regard complètement d'expertise et il m'arrive de leur dire, voilà, je suis questionnée en fait dans les interactions et moi, j'ai aussi besoin d'un regard expert parce que ben, voilà, le développement cérébral de votre enfant, je pense que j'ai envie d'en prendre soin et j'ai aussi envie de prendre soin de votre cerveau à vous. Et je voudrais m'entourer de gens qui vont pouvoir nous aider sur ça. Et on essaie de travailler aussi l'objectif. Pourquoi j'oriente vers ce professionnel-là? Est-ce que je voudrais accompagner des émotions? Est-ce que je voudrais accompagner des migrations cellulaires au niveau des neurones? Voilà. Et on dit aussi ce que l'on sait parce qu'on a des données. Puis les gens, ils vont aussi sur Internet, ils se documentent, ils discutent aussi entre eux. Donc je pense c'est difficile parfois de dire les choses, de dire à un parent que potentiellement l'alcool peut avoir fait effraction dans leur cerveau, abîmer certaines zones importantes, mais pour autant, il va falloir le dire en expliquant aussi qu'il y a des capacités, qu'il y a une plasticité, qu'on peut accompagner les mouvements du cerveau d'un bébé. Et puis, il faut attendre avec tout ça, finalement, la validation. Et quand les parents valident pas, ben, il va falloir continuer malgré tout à garder le lien et travailler de nouvelles orientations. C'est ce que j'appelle un peu passer par la fenêtre, finalement, quand on ne peut pas passer par la porte et revenir tout de suite sur les besoins et sur ce qui fait sens, finalement, pour eux. Et puis, dans l'orientation, c'est trouver la ressource, hein. Je pense que le docteur Gaulier l'a très bien dit. On est dans un milieu rural. Moi, il y a plein de fois où je me dis, moi, si j'avais une équipe de psychopérinates avec un pédopsie qui pourrait travailler les interactions et que je pourrais avoir une place tout de suite dans le CAMS d'à côté, que je pourrais avoir peut-être une équipe mobile qui pourrait passer chez le parent. Bon, voilà. On n'a pas forcément ça. Donc, il faut que ce soit aussi ajusté à l'écologie de cette famille, de ce qu'il y a en proximité, l'accessibilité, voilà, à quel point ils sont disponibles, parce que chez des parents qui déjà, eux, ont des vulnérabilités et ont une multiplicité d'intervenants et des consultations, il va falloir en clair que ça rentre aussi dans leur planning. Et puis parfois, on s'entête à chercher vraiment des spécificités qu'on n'a pas vraiment sur le territoire. Et quand on fait le bilan de l'existant, il existe du monde dans le cercle de soins, particulièrement le généraliste. Et je pense qu'en tant que sage-femme, on l'oublie, mais pour moi, il est vraiment un énorme pilier quand le lien est bien en place chez le patient, parce qu'il est là avant la grossesse, il est là pendant, il sera là après. Il est là autour de l'enfant. Et puis les collègues de proximité comme la PMI, euh, les psychologues, certaines équipes mobiles, le fait qu'on ramène une certaine contenance, particulièrement chez ces familles qui ont eu des premiers liens, même eux en tant qu'enfants, très difficiles, et on ramène chez eux la possibilité qu'un lien humain peut être quelque chose de positif à vivre. Et parfois, ça fait bien le boulot et pourtant on n'a pas forcément les spécialités qu'on voudrait. Donc il faut inventer, voilà, faut inventer et ça c'est la qualité du travail ensemble et des regards croisés entre les professionnels, c'est qu'on peut se permettre d'inventer des petits dispositifs et de faire de la dentelle à voilà, des endroits où on pense qu'on n'a pas grand-chose. Et puis la grosse difficulté, je trouve, c'est transmettre sans compromettre. Compromettre quoi? Ben, c'est vrai que par nos mots, la manière dont on va transmettre à l'autre, aux soignants, on peut altérer peut-être certaines informations ou même mobiliser certaines représentations du patient. Donc voilà, je pense que c'est important de garder en tête que dans nos transmissions, on doit être à la fois, bon, elles doivent être validées évidemment par le patient, les transmissions interprofessionnelles, et puis elles doivent être réfléchies. Est-ce qu'on doit finalement tout transmettre? Est-ce que tout a une utilité? Voilà, dans ma coordination. Et puis, alors je voulais parler aussi de ces mots qu'on utilise souvent et où moi je me pose beaucoup aussi la question des définitions entre multidisciplinarité, interdisciplinarité.
transdisciplinarité. Donc, j'ai trouvé ça parce que je trouve que ça parle assez bien. Donc, la multidisciplinarité, c'est ces cercles de soins. On a beaucoup de gens autour, mais qui communiquent pas entre eux. Donc, c'est cette salade composée où il y a plein d'éléments de super bonne qualité, mais il n'y a pas vraiment de lien. On cherche la sauce salade, ça fait pas de lien. L'interdisciplinarité, effectivement, c'est plutôt un plat en sauce. Donc, moi, dans ma région, je dirais c'est un bon pot-au-feu. Voilà, il y a du liant, c'est bien. Mais voilà, on se voit quand même à distance, on discute, mais il n'y a pas vraiment de projet. Il y a des objectifs communs, probablement des valeurs communes, mais on ne sort pas trop du cadre dans nos professions. Et je trouve que la transdisciplinarité, c'est cette qualité du travail ensemble qui nous pousse parfois. Alors moi, des fois, je suis sage-femme et puis je me dis que j'ai fait quasiment que de l'écoute. J'ai pas forcément fait de gestes, j'ai pas forcément pris l'attention, j'ai pas une consultation classique. J'ai temporairement un petit peu déplacé ma place parce que je travaille en sécurité. J'ai vu travailler avec moi des collègues qui sont psychologues ou qui sont kinés pédiatriques ou les collègues infirmières de puère. Et je me dis, ben, aujourd'hui, je me décale un tout petit peu parce qu'elle, elle n'est pas là. Et comme on a travaillé ensemble, elle m'a sécurisée dans notre approche. Et je sors un petit peu de mon cadre tout en sortant pas complètement de mes compétences. Et là, je pense à une situation où j'ai une patiente en situation de handicap là, qui va avoir son bébé. Et pour des raisons voilà, très intimes, elle a besoin d'avoir la télé quand elle va arriver ce soir à l'hôpital de Rodez. C'est le rôle de l'assistante sociale, finalement, d'aller avec la carte mutuelle au bureau des entrées et demander la télé pour cette patiente qui, elle, sera auprès de sa petite fille en néonate. L'assistante sociale n'est pas là. Qui est là aujourd'hui en matière? Les collègues sages-femmes sont sous l'eau. Il y a une certification en cours, donc on ne peut rien demander. Et finalement, c'est la psychologue qui me dit, bah, t'inquiète pas, moi j'irai faire la demande de télé avec la patiente. Elle sort un peu de son cadre. Et je crois que la transdisciplinarité, c'est ça, c'est cette capacité à sortir du cadre tout en ayant un filet, parce qu'on est des professionnels qui parlons à la fois le même langage, qui avons pensé ensemble la situation et surtout avec le patient. Et donc voilà, je trouvais que ces trois images, bon, sur un temps de repas qui est un peu dépassé maintenant, étaient pas mal pour comprendre ce que tous ces mots voulaient dire. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. On va très très rapidement passer les RCP. On vous a parlé tout à l'heure des RCP BB12. C'était ce qui était fait donc en Aveyron depuis un certain temps. Vous avez tous les critères d'inclusion des bébés vulnérables. Vous avez tous les partenaires. Vous avez la répartition des différents territoires et les activités. Vous voyez le nombre de réunions et de rencontres pluridisciplinaires en fonction des secteurs territoriaux. À chaque fois, il y a une évaluation médicale. Vous voyez les facteurs de risque. Vous vous rendez compte que pour discuter des bébés 12, ben, il n'y a que 24% de bébés cocons. Le reste est l'ensemble des enfants présentant des difficultés ou à risque de troubles neurodéveloppementaux. Troubles du comportement, retard global étant les plus importants, ainsi que le retard de développement moteur, la suspicion de TSA venant ensuite. L'évaluation médicale, donc mutualisation des compétences, regrouper l'ensemble des données des différents bilans et faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences progressives sur l'ensemble des territoires. Les éléments de cadrage, bon, c'est l'ARS, ça a fait l'objet donc d'un financement spécifique qui se termine. Vous voyez le public ciblé, vous voyez les professionnels participants. Vous retrouverez tout ça, si c'est important, dans le replay. Et j'aurais voulu laisser plus de place à Audrey Reynaud, qui est responsable des affaires scientifiques de SOS Préma, qu'elle nous parle de la place des parents et du ressenti des parents, de leur point de vue vis-à-vis de cette prise en charge globale. Bonjour à tous, merci Jean-Claude. Donc en fait, moi j'ai choisi d'axer mon propos vraiment sur un moment clé qui est la sortie de l'hôpital. Euh, et en fait, je vais vous parler globalement de tous les nouveau-nés vulnérables, y compris ceux pour lesquels il n'y a rien de particulier, mais juste on fait un suivi en prévention. Vas-y, tu peux passer la slide. Donc du coup, la sortie d'hôpital, bah, c'est une étape qui est attendue mais redoutée. Je pense que vous le savez. Finalement, dès qu'il y a une date de sortie qui est évoquée, bah, les parents ils peuvent enfin se projeter, imaginer leur nouvelle vie avec ce bébé. Euh, donc, ça va changer leurs repères, ça va changer les habitudes qu'ils ont instaurées en néonat. Mais donc, du coup, il y a forcément des inquiétudes.
mais la vie avec bébé, la vie qu'ils avaient imaginée pendant la grossesse va enfin pouvoir débuter. Euh, donc c'est une image de bonheur, vous le voyez là sur la gauche, mais il faut quand même avoir en tête que les parents, ils entrent dans cette nouvelle étape avec un sac à dos qui est assez lourd. Il y a eu bien sûr l'hospitalisation du bébé, il y a eu aussi la naissance qui s'est pas du coup certainement passée comme ils l'avaient imaginé. Il y a eu peut-être aussi la grossesse avec des difficultés particulières et puis dans certains cas, il y a même un parcours en PMA. Donc, vous voyez, ça fait plein de choses qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Vas-y, tu peux changer de slide. Et généralement, donc, c'est à ce moment-là que la question du suivi est clairement évoquée avec la famille. Donc, voilà le résultat sur les familles. Vas-y, tu peux changer. Euh, et du coup, donc c'est là, bah, t'es allé un peu vite là du coup. Euh, donc le nombre de rendez-vous, la fréquence des rendez-vous, des nouveaux professionnels, etc. Donc ça peut générer de la panique, de la peur, de l'angoisse supplémentaire, hein, c'est tout ce qu'ils ont vécu. Euh, Également, ça peut générer chez eux. Également, ils peuvent se dire, bah, attends, s'il y a un suivi alors qu'on n'en avait jamais parlé, c'est qu'il s'est passé peut-être quelque chose, c'est que mon bébé, il a quelque chose, mais on m'en a pas parlé. Donc, ça amène peut-être de la méfiance. Et en plus, il y a toujours dans l'entourage, enfin, moi je suis parent, je l'ai entendu 12 000 fois cette histoire. Oui, tu sais, la fille de la boulangère, elle est née il y a 30 ans, elle faisait même pas 1 kilo. Aujourd'hui, elle est en super forme, elle va très bien. Nanana. Bon, ok. Donc du coup, ça peut aussi, tout ce suivi-là qui fait peur, etc. Si en plus il y a ce discours-là à côté de l'entourage, bah, du coup on peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert ce suivi? Il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça, et cette femme va bien. Du coup, bah, j'arrête tout, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est superflu. Euh, Vas-y, tu peux changer. Donc du coup, le suivi, de même que la sortie, ça se prépare. Je vais pas tout détailler aujourd'hui, mais vous avez le texte du Green qui explique bien que la sortie se prépare tout au long de l'hospitalisation, grâce au concept de zéro séparation, à l'autonomisation des parents, à un support médico-psychosocial et au programme d'intervention précoce si elle est trop vite à l'hôpital. Le suivi, ça suit la même règle, c'est-à-dire que vous connaissez les critères d'inclusion, donc vous savez à l'avance quel bébé sera intégré dans un parcours de suivi post-hôpital. Si c'est un bébé qui est né à moins de tel terme, ben, hop, il sera intégré automatiquement. Si c'est un bébé qui a fait telle complication, ben, certainement aussi qu'il va être intégré. Donc, dès ce moment-là, il faut commencer à parler du suivi avec les parents. Il ne faut pas attendre une semaine avant la sortie pour dire, au fait, il va y avoir plein de rendez-vous qui vont arriver. En fait, les parents, s'ils en entendent parler très tôt, ben, ils ne seront pas surpris ou déstabilisés quand les choses vont devenir concrètes au moment de sortir. Il faut aussi bien sûr de la continuité hôpital-ville. Il y en a plusieurs d'entre vous là qui l'ont déjà évoqué. Il faut présenter, alors dans la mesure du possible, mais il faut présenter les professionnels qui prendront le relais, expliquer qui va coordonner ce suivi. Et tout ça, ça doit être préparé avec les parents. Vas-y, tu peux changer. Alors, pourquoi ça doit être préparé avec les parents? Parce que les parents, pour qu'ils adhèrent au projet, il faut les impliquer dans la conception de ce projet. Et chaque famille est différente. On a eu plusieurs exemples là depuis tout à l'heure. Euh, c'est très important en fait que vous connaissiez le contexte de vie des parents pour leur proposer une organisation du suivi qui ne va pas ajouter des difficultés à leur quotidien. Euh, c'est un petit peu ce qui a été dit avant, mais bien sûr, il faut pouvoir éventuellement adapter le planning. Il faut peut-être adapter le lieu d'intervention du professionnel, parce que ça va être à domicile, en cabinet, ailleurs, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il va falloir peut-être aussi adapter le suivi, parce que si l'enfant, il doit avoir 4 rendez-vous dans la semaine, mais que la famille ne va pas amener l'enfant 4 fois par semaine, peut-être qu'il faut proposer moins, même si c'est pas optimal pour l'enfant, mais au moins il y aura quelque chose. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important que les parents soient intégrés parce que vous allez pouvoir co-construire avec eux. Si vous amenez quelque chose de déjà tout fait et que finalement, il n'y a rien qui va, il va falloir tout recommencer. Donc, en plus, vous allez perdre du temps. Vas-y, tu peux changer. Donc, voilà. Donc, pour terminer, la prise en charge globale du nouveau-né vulnérable après l'hôpital, bah, elle se prépare dès le début de l'hospitalisation pour vraiment laisser le temps aux familles d'intégrer les informations et pour créer de la continuité hôpital-ville.
Elle se construit avec les parents pour qu'ils adhèrent au projet et elle doit être adaptée aux contraintes de la famille pour ne pas ajouter des difficultés à leur quotidien, pour ne pas ajouter des difficultés à un parcours qui a déjà été très difficile, souvent par la prématurité ou d'autres choses. Et il doit être coordonné pour faciliter les choses et que les familles soient en confiance, qu'il y ait un seul et même discours, pas trop d'interlocuteurs différents. Voilà. J'ai tout dit, je suis allée très vite. Je crois qu'on est très pressé, mais bon. Et je suis désolé, on a tous été obligés d'y aller très vite. Quand on a fait le point il y a une semaine sur le temps de l'ensemble des interventions, on était à 3 heures. Donc, Bien. il a fallu vraiment, vraiment rationner tout le monde. On va conclure pour essayer de gagner du temps. Vous savez qu'on a eu des difficultés d'informatique tout à l'heure. Il y a plein d'intervenants. Quand il y a un trouble du tonus, du développement de la motricité et de la posture, Là, on va s'adresser donc au kiné, ergothérapeute, psychomotricité. trouble de l'oralité alimentaire et verbale éventuellement. On va aller vers orthophoniste, kiné, psychomote, ergothérapie, tout cela se discute. La même chose pour la communication et le langage. Les troubles visuels, on en a parlé. Les troubles du comportement, Psychomotricité, éducation spécialisée, psychologue, pédopsychiatre, on en a parlé aussi. les troubles praxiques, L'ergothérapie, la psychomotricité. la motricité fine, même chose. Les difficultés graphiques, même chose. Le décalage des acquisitions, tout ce dont on vous parle là sont des références HAS de 2020. Donc, moins de 4 ans, on aura vers orthophonie, psychomotricité. Plus de 4 ans, on fera orthophonie, psychomotricité et bilan neuropsychologique. Le trouble de l'attention et des fonctions exécutives. Vers la neuropsychologie, donc ergothérapie, orthophonie, psychomotricité, qui sera également discutée en équipe. On voulait vous remercier parce que c'est vraiment du temps et beaucoup de temps passé pour montrer ce qu'on peut accompagner au mieux ces familles. Ce qu'a dit Audrey, par exemple, sur le fait que si un projet de soins est territorialement, médicalement organisé, il faut aussi qu'il soit culturellement et familialement acceptable. Donc, on peut caler dans ce sens-là. On vous remercie énormément de votre présence et de votre participation. On va répondre aux différentes questions et on vous donne rendez-vous pour le 28 novembre. On essaiera de vous faire quelque chose sur ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire dans les autres pays européens ou autres. Voilà, je reviens juste par rapport à toutes ces interventions, que le fil conducteur qui me semble ressortir, c'est donner toutes les cartes aux parents pour qu'ils comprennent l'enjeu. Et c'est à cette condition, si c'est fait très précocement, que notre projet thérapeutique peut réussir. C'est vraiment mettre les parents au centre de ce soin. Alors, par rapport aux questions. Alors, première question de la part d'une psychomotricienne. Si un professionnel en libéral peut demander une RCP et à qui faire demande? Donc là, c'est relativement simple. Il suffit d'écrire à Cocon, soit cocon@périnatalité-occitanie.fr, soit directement à Déborah. Les RCP s'organisent après en fonction des territoires. Vous savez que la région est grande, donc il y a la moitié côté Montpellier, l'autre moitié côté Toulouse. Et c'est l'équipe du réseau périnatal Occitanie qui revient vers vous pour l'organisation des RCP, pour l'accompagnement au moment des RCP, pour le dédommagement des libéraux sur le temps passé et pour le compte-rendu. Y a-t-il projet d'étendre PIPA à l'Occitanie? Mathieu, est-ce que tu es encore là? Oui, pardon. Donc, non, il n'y a pas ce projet-là. Par contre, on travaille et on l'a mis en place avec les CAMS d'Alès et de Nîmes. Et chacun fait avec les moyens qu'ils ont. Par contre, c'est sûr, quand on met en parallèle l'expérience qu'on a avec les recommandations internationales, on va tous dans le même sens. Je crois que tout le monde essaye de travailler, d'améliorer, de faire de l'aménagement de l'environnement de l'enfant et de rendre les parents le plus acteurs avec une bonne collaboration et un bon partenariat. Tout le monde travaille dans ce sens-là. OK, oui. Une question pour Caroline Moret, de la part du médecin généraliste qui a beaucoup de difficultés avec les mères qui sont persuadées que leur bébé a un problème somatique, alors que c'est plutôt dans une problématique psychorélationnelle. Et donc, comment faire pour agir tout en gardant une bonne alliance? Parce qu'elle a souvent l'impression de ne pas être la maman prise en considération si on les renvoie vers une prise en charge psychorélationnelle. Caroline, tu es toujours là? Oui, Ah. oui, je suis là.
Oui, c'est toute la complexité effectivement hein, du travail d'orientation vers le psy. Hein. C'est pas toujours évident. Et bien sûr qu'il il faut prendre le temps et partir de là où en sont les parents, parce qu'effectivement, si c'est juste notre désir qui pousse les parents vers le psy, ça fonctionne pas ou ça fonctionne pour un rendez-vous et ils reviennent pas. Donc effectivement, il y a un travail subtil à faire au préalable. Voilà, j'ai pas de solution miracle, mais effectivement, peut-être voilà, à partir de ce que montre le bébé, interroger le parent sur est-ce qu'il a une idée de qu'est-ce qui peut se passer pour son bébé, explorer un petit peu l'environnement, s'il y a eu des changements, s'il y a des choses compliquées. Bon, voilà, essayer d'aller un petit peu sur ce terrain, hein, c'est pas prendre la place du psy, mais c'est en tout cas aller vers ce champ-là pour essayer de toucher quelque chose qui va permettre de faire point d'appui pour justifier le fait qu'on souhaite orienter, quoi. Hein, mais euh, après, on est obligé d'y aller voilà, petit à petit au rythme du parent et parfois peut-être ça va prendre plusieurs consultations, mais il vaut mieux que ça prenne plusieurs consultations plutôt que d'amener les choses de façon plus brusque et qui va braquer le parent ou qui va faire il va y aller, mais il n'y aura pas de suite. Hein. On en voit aussi voilà, qui viennent qu'une fois, ça n'a pas trop d'intérêt. Quoi. Donc, ouais, il faut prendre du temps souvent. Ok, merci. Si une puéricultrice oriente vers l'orthophonie, y a-t-il prise en charge par la sécurité sociale? Ouais, je ne sais pas où on en est. Vous savez que c'est une décision qui est encore discutée au niveau parlementaire avec un accès direct à l'orthophonie sans passer par un pédiatre ou un médecin généraliste. Ça va s'éclaircir dans les semaines, au plus tard dans les mois à venir. Nous, on préconise de revenir vers le pédiatre référent pour que lui, il ait la totalité des éléments. Et ensuite, je réitère ce qu'on a dit tout à l'heure sur la nécessité de passer par des référents formés. Vous trouvez sur le site de RPO, vous allez sur l'index Cocon et les professionnels de soins. Vous avez ces gens qui sont formés, qui ont le même langage et qui travaillent ensemble. Ça permet aussi là de pas avoir pour les familles des discours totalement inadaptés ou totalement différents. Et dernière question sur Spico. Si les crèches ont accès à Spico? Les crèches Non, non. Non, 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 les pas les crèches n'ont crèches. pas accès à Spico et ça, moi, ça ne me choque pas que les crèches n'aient pas accès à Spico. Il y a beaucoup de données médicales, il y a beaucoup de comptes rendus, puisqu'on peut accéder à l'ensemble des comptes rendus des hospitalisations. C'est un travail qui reste dans le soin, même si on pourrait imaginer que des gens travaillant en crèche puissent s'intégrer à titre personnel après une formation. C'est toujours la même chose après une formation globale à cette prise en charge. Pourquoi pas un jour ou l'autre que les puéricultrices de crèche puissent rentrer dans Spico, les équipes de PMI, les CAMS étant par exemple en dehors de Toulouse et des grosses agglomérations systématiquement informés des enfants rentrant dans Cocon pour reprendre le parcours Cocon. Voilà, je crois qu'on va donner donc un terme à ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre Ah ouais, merci attention. beaucoup. Oui. On s'excuse pour le temps qu'on a un peu débordé, mais toujours revisible, donc en replay. On reste à votre disposition. Nous avons donc nos adresses mail là, qui s'affichent sur la diapo. Bon après-midi à chacun et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.